Nous nous retrouvons à présent pour cette table ronde autour du label Ville Amis des Aînés. J'ai le plaisir de faire cette présentation avec Angélique Giacomini, qui est déléguée générale adjointe et chef de projet autour de ce label. Et nous ferons cette table ronde avec tous les acteurs qui ont accepté de se fédérer pour construire et réfléchir ensemble à cette dynamique label Ville Amis des Aînés. Nous allons aborder les enjeux et les objectifs. Mais voilà, je souhaitais d'ores et déjà présenter Patrice Labrousse de l'APAV Certification, Benjamin Leroux de la CNAV, Loïc Roland de la Caisse des dépôts et consignations, Catherine Morin de la DGCS pour le ministère de la Santé et des Solidarités et Stéphane Corbin pour la CNSA. Le label Ville Amis des Aînés est quelque chose qui n'était pas forcément naturel dans notre ADN. Même pendant très longtemps, nous avons dit c'est une démarche, c'est une dynamique, ça n'est pas un label. Et en réalité, on a entendu régulièrement que les territoires disaient on a besoin d'être labellisés. Même certains disaient déjà qu'ils étaient labellisés. Et de ce fait, nous avons réfléchi en équipe et avec les administrateurs du réseau depuis déjà 2 ans. Et le président du réseau, François Rebsamen, en 2019, lors de l'Assemblée générale, a décidé d'annoncer que nous allions travailler sur un label et élaborer une forme de référentiel afin de construire des repères nouveaux. Et au final, c'est ça qui nous intéressait, c'était de garantir la pertinence et la démarche des initiatives qui étaient prises sur le territoire et de continuer de donner envie d'avoir véritablement une dynamique locale qui renforce la qualité de vie des habitants âgés. Et puis aussi de continuer de valoriser les initiatives, comme ce que nous avons vu tout à l'heure dans la remise du concours, des 8 projets qui ont été primés, mais au-delà de ça, de garantir que les initiatives en faveur des générations âgées étaient construites sur des repères qui permettaient de voir la progression des territoires et que les outils d'ingénierie sociale permettaient la participation, permettaient l'élaboration d'un véritable projet afin que, quelle que soit la taille de la collectivité, on puisse se retrouver dans une qualité de politique publique envers les habitants âgés. Et donc le défi d'améliorer l'environnement social, l'environnement bâti, qui est le cœur du travail qu'on fait avec les territoires, devait permettre aux retraités français d'avoir une meilleure qualité de vie et au final de redécouvrir les enjeux du vieillissement actif et d'une retraite réussie. Voilà un petit peu ce qui sous-tend notre projet de labellisation. Donc nous allons aborder évidemment de façon plus large en quoi cela concourt, en quoi l'exigence de rentrer dans une démarche de labellisation engage les territoires à travers différentes étapes. Et je vais peut-être laisser tout de suite la parole à Angélique Giacomini pour nous présenter cette initiative et les différentes étapes de ce projet. Oui, merci. Bonjour, alors oui, on a trouvé que c'était important pour ces 8e rencontres du réseau francophone d'en profiter pour faire un point d'étape de l'avancement de l'élaboration de ce label Ville Amis des Aînés, sachant qu'on a été un peu originaux dans la façon de le concevoir, puisqu'on a souhaité, c'était vraiment important pour nous, s'appliquer au niveau du réseau francophone, ce qu'on promeut au niveau des collectivités territoriales dans le cadre de cette dynamique Ville Amis des Aînés. Et ce label, finalement, il s'appuie sur 2 gros piliers. Le premier qui est l'analyse de l'existant et le second qui est la participation des habitants âgés qui vivent dans les territoires. Le tout évidemment dans une perspective de lutte contre l'agisme et de prise en compte bienveillante des générations âgées. Donc du coup, pour faire le point sur là où on en est aujourd'hui par rapport à ce label Ville Amis des Aînés dont l'annonce finalement de son apparition date d'il y a finalement que quelques mois. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Sur l'analyse de l'existant, on a fait tout un travail pour s'assurer, en fait, ce qui était hyper important pour nous, c'était de s'assurer que notre label ne tombe pas du ciel, mais bien qu'il prenne en compte la réalité des territoires et ce qui existe déjà dans les collectivités territoriales. Donc c'est pour cette raison, en fait, qu'on s'est appuyé, sur des questionnaires
des questionnaires aux élus, aux professionnels, aux chercheurs, aux gérontopôles. 2 sur des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés pour une partie avec des élus de l'ancien mandat, donc des élus qui ont mis en œuvre déjà cette dynamique Ville Amie des aînés, et puis avec des nouveaux élus pour avoir un petit peu la complémentarité des regards sur ce sujet. En tout, c'est une quarantaine, cinquantaine de territoires finalement qui ont participé à cette étude et qui ont donné leur avis, qui nous ont fait part de leurs préoccupations, de leurs souhaits concernant ce label Ville Amie des aînés. Donc quelques éléments principaux que je vous dis très rapidement. C'est vrai que c'est toujours frustrant une table ronde sur un colloque parce qu'il faut faire vite et que l'idée est de vous donner une synthèse de là où on en est. On pourra en reparler avec les territoires engagés par la suite dans le cadre du suivi de ville. Mais vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a noté parmi les intérêts principaux des adhérents autour du label Ville Amie des aînés, c'est 1, d'améliorer leur politique publique locale, 2, de favoriser les échanges entre les territoires, et 3, de trouver de nouvelles idées d'action. Donc on remarque quand même qu'il y a un fil entre ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui dans la façon dont on a vécu ensemble, j'ai envie de dire, plus que travailler ensemble des fois, vécu ensemble dans le réseau et dont on a accompagné l'évolution de ces collectivités territoriales, et que Pierre-Olivier vous disait tout à l'heure qu'il y avait différents enjeux dans l'élaboration de ce label. Je crois qu'on peut dire que finalement, le principal indicateur de réussite de ce label, on le verra sur la qualité des politiques publiques entreprises, ce qui est l'intérêt majeur finalement des territoires, mais l'indicateur d'impact, ce sera bien la qualité de vie des habitants dans les territoires et le bien-être des habitants. Et c'est vraiment cette priorité-là qu'on garde en tête dans l'élaboration. Un autre élément important qui ressort finalement de l'expérience des territoires engagés, c'est finalement la nécessité d'être pleinement engagé, en fait, la ressource que nécessite la mise en œuvre du programme Ville Amie des aînés. Ville Amie des aînés, c'est pas quelque chose à côté, c'est pas finalement quelque chose dont on se dirait tiens, ça a l'air sympa, pourquoi pas, mais même si ça peut partir de cette envie-là, c'est un travail dans le territoire de conviction, d'envie, de donner envie à l'ensemble des acteurs du territoire de s'engager. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'énergie. C'est un projet qui est dans le long terme. C'est aussi pour ça qu'on ne l'envisageait pas, nous, comme un label, mais plutôt comme une dynamique. Et c'est aussi pour cette raison que ce label, il aura différents niveaux pour permettre une vision à long terme de l'amélioration du territoire. En tout cas, nous, on est vigilants dans la façon dont on élabore ce label pour répondre finalement aux préoccupations des territoires engagés qui nous disent que ça demande de l'énergie, du temps et que c'est un projet de longue durée. On est vigilants à réfléchir à la fois à un référentiel qui garantisse la qualité des dynamiques locales, mais aussi à donner des ressources et des leviers aux territoires pour être en mesure de mettre en œuvre ce référentiel. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. C'est quels outils, quelles ressources on met en place. Et je pense entre autres à la CDC qui interviendra tout à l'heure et qui a ce rôle aussi d'être un levier pour les territoires et de leur permettre de saisir du process qu'on leur propose. Un autre élément important sur lequel je ne m'appesantis pas mais qui me semble important de soulever quand même, c'est le fait de travailler ce label non pas comme quelque chose en plus, mais quelque chose qui s'intègre dans d'autres choses qui sont déjà mises en place dans la collectivité. Et c'est de réfléchir les ponts de ce label avec les autres dispositifs qui existent déjà. Voilà, on parlera cet après-midi du dispositif Éclat de la CNAV qui a un certain nombre de points communs qui sont intéressants à creuser sur la démarche Ville Amie des aînés également, mais certains d'entre vous sont engagés sur Mona Lisa, d'autres dans des démarches environnementales ou autres qui finalement font lien avec le référentiel Ville Amie des aînés tel qu'il est actuellement pensé. Donc, premier pilier, cette analyse de l'existant. Deuxième pilier, la démarche participative. Évidemment, c'était un enjeu très fort pour nous que d'aller échanger avec les Français retraités sur ce qui était fondamental pour eux, pour vieillir en se sentant bien dans son territoire, en étant en bonne santé et en restant actif. Du coup, on a lancé un grand tour de France de la consultation. Alors, on a eu beaucoup de chance puisque ça a commencé le 3 décembre 2019 et ça s'est terminé le 9 mars 2020. Donc, on a eu la chance d'échanger avec un peu plus de 250 retraités français autour des 8 thèmes de la démarche.
Ça s'est fait dans des territoires finalement très distincts. Vous allez le voir sur la diapo, dans des petites villes, des grosses villes, aux quatre coins de la France, avec vraiment cette idée de concevoir un label qui s'adaptera à tout type de territoire, avec des préoccupations différentes, des ressources différentes, des envies différentes, et une grande hétérogénéité, je le dis aussi, dans les retraités qui ont été rencontrés et dans la façon d'animer les ateliers pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on ait bien le reflet de la grande diversité qu'il existe dans les générations âgées. L'enjeu de cette démarche participative, il était triple, j'ai envie de dire, puisque le premier, c'était bien évidemment de faire émerger la parole des retraités français pour pouvoir venir donner du relief à ce label Ville Amie des aînés et venir nourrir la partie du référentiel qui porte sur le plan d'action, principalement. Le deuxième enjeu, c'était en termes d'ingénierie, de créer 2 kits d'animation des démarches participatives qu'on a ainsi pu, avec mon collègue Guillaume Moissé, principalement tester dans les territoires quand on a fait ce tour de France de la consultation. On a testé ces 2 kits, on les a affinés et puis ils vont bientôt pouvoir, grâce là encore au soutien de nos partenaires, être diffusés aux Villes Amies des aînés pour que votre démarche participative, vous ayez des outils, j'ai envie de dire, quasiment clés en main pour l'animer et l'animer là encore dans un esprit non pas de revendication avec les habitants, mais d'être vraiment dans une dynamique de co-construction qui parte de ce qui fonctionne dans le territoire et qui donne envie d'aller plus loin ensemble. Le troisième enjeu, c'était grâce à ce qu'on a recueilli dans les territoires en termes de préoccupations des aînés, de préoccupations principales, de construire un autre outil qui servira cette fois-ci sur la partie plan d'action. Et on ne vous en dit pas trop parce qu'on est en train de l'élaborer, mais on a déjà hâte de pouvoir le partager avec vous parce qu'on sait que ça va être des éléments utiles. Une fois encore, notre objectif, c'est à la fois de vous donner la liberté dans les territoires de vous approprier le dispositif Ville Amie des aînés en fonction de ce que vous êtes, de là où vous en êtes, mais aussi de vous donner des outils presque clés en main qui vous fassent gagner du temps et qui vous permettent d'assurer la qualité de ce que vous allez mettre en œuvre dans le territoire. Donc simplement pour terminer cette petite introduction à la table ronde, les prochaines échéances dans l'élaboration du label. Donc aujourd'hui, on en est pile au stade de l'élaboration du référentiel, c'est-à-dire qu'on a ramassé tout un tas de données issues de l'analyse de l'existant et de la démarche participative, et on est en train de commencer à construire un référentiel avec APAF Certification, qui en parlera également après moi. Ce cahier des charges, il devrait s'appuyer autour de 4 niveaux, on imagine pour l'instant, pour pouvoir penser à la fois la progression des uns et des autres, et puis se donner envie, tous ensemble, de se dire qu'on peut être dans ce label Ville Amie des aînés, même si on sait qu'on a des choses à faire et qu'on a encore du boulot à accomplir, qu'on peut quand même commencer à travailler ensemble et à valoriser ce qui est mis en place dans le territoire. Donc notre objectif, c'est de mettre sur pied un référentiel pendant le premier semestre 2021 déjà, de le tester dans 1, 2, 3 territoires, de l'ajuster, et puis un lancement officiel de ce label Ville Amie des aînés à la mi-2021. Pour compléter ce dispositif d'élaboration du label Ville Amie des aînés, on a aussi un point essentiel sur la question de la formation. Former les acteurs locaux, mettre en place les différents critères de ce label, les élus et les professionnels. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à faire et qu'on fait depuis quelques années, puisque les règles du jeu ne vont pas particulièrement changer, si ce n'est que les critères seront plus définis. En tout cas, des formations portées par le réseau francophone en tant qu'organisme de formation et organisme de formation des élus, des formations en interne ou en externe avec les collectivités, des formations avec le CNFPT, qui sont extrêmement importantes également pour nous, des formations qui sont soutenues par la CNAV en partie également. Et puis, à côté de ce gros bloc de formation des acteurs locaux, c'est important pour nous de pouvoir former les accompagnateurs, puisqu'un certain nombre de territoires font appel à des consultants, à des agences pour venir les aider à mettre en œuvre Ville Amie des aînés. Donc c'est important que ces personnes-là soient formées également. Et puis, bien sûr, les certificateurs, les évaluateurs qui vont venir évaluer devront également être formés aux différents critères du label Ville Amie des aînés.
Donc ça, c'est vraiment les éléments fondamentaux. Et puis, j'ajoute également, là aussi, un petit peu de teasing, qu'on est en train de réfléchir sur la mise en place d'un diplôme universitaire qui est en très bonne voie et qui devrait voir le jour en septembre prochain. Donc tout ça pour vous dire qu'on est en bonne voie d'avancer, que normalement, d'ici 6 mois, vous devriez avoir accès à ce référentiel si vous souhaitez vous engager dans le label Ville Amie des aînés, que d'ici là, on est bien sûr à votre disposition pour faire le point avec vous sur l'état d'avancement de votre territoire, et puis que dans les grands objectifs, on serait sur fin 2022, au moins 100 territoires labellisés Ville Amie des aînés. Voilà. Merci Angélique, on voit bien là le fait que nous maintenons l'état d'esprit en passant cette étape du label, cet état d'esprit de s'engager ensemble, de montrer que les choses sont vivantes entre professionnels, habitants, quel que soit l'âge, et puis les élus, le fameux triptyque dont on parle tout le temps. L'un des intérêts que les territoires auront en étant labellisés, ça sera de maintenir la lisibilité de leur action publique et la compréhension de ce qui se fait sur le territoire autour de l'environnement social et de l'environnement bâti. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire, mais il faut aller un petit peu à la pêche à l'information pour comprendre l'implication, pour comprendre où trouver ce qui serait nécessaire pour les habitants. Et la réalisation du label va d'une part donner de la notoriété, de la compréhension sur l'engagement public, mais aussi de la compréhension et de la lisibilité pour les habitants et leur entourage quand ils n'habitent pas eh bien, là où les habitants âgés sont les plus impliqués. Je voudrais quand même remercier tout particulièrement les 250 habitants et les collectivités qui ont accepté de s'organiser et de se structurer pour accueillir notre Tour de France de la participation. Grâce à elle, on a pu étalonner les outils de concertation, qui est vraiment un des fondamentaux sur lequel l'OMS insiste tout particulièrement. Donc voilà, on garde l'état d'esprit et je vais donner la parole tout de suite à Patrice Labrousse, qui est directeur général d'APAV Certification, pour qu'il nous explique l'intérêt de mettre en place ce type de label du point de vue d'une stratégie nationale et puis dans le timing que nous avons défini. Monsieur Labrousse, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc merci de me donner l'occasion d'intervenir dans le cadre de cette table ronde. Juste rapidement, donc APAV Certification, c'est un organisme certificateur, comme son nom l'indique. Donc il intervient plutôt en tiers indépendant des parties, quels que soient des dispositifs qui soient normatifs ou même dans le cadre de création de dispositifs de labellisation, et c'est à ce titre que l'on intervient. Alors, évidemment, on vous confirme qu'un dispositif de labellisation, il vient pleinement dans le cadre de politique nationale, évidemment sur les réflexions liées à la prévention, sur les réflexions liées à la santé, sur lutte contre l'exclusion. Et donc, c'est une traduction, je dirais, naturelle, mais au-delà, je dirais, d'annonces ou d'éléments politiques, ce qui est important, c'est d'avoir des éléments pour nous, en tout cas en tant qu'organisme tiers et indépendant, des éléments factuels qui permettent une démarche, j'allais dire, pragmatique, concrète, faite en écoutant à la fois les différentes parties intéressées et puis en regardant ce qui peut être évaluable, et ce qui présente un intérêt pour la collectivité. Dans ce cadre-là, la traduction est assez naturelle. On a une politique nationale, une volonté, on a une charte qui traduit, vous l'avez précisé, l'adhésion de collectivités, et le label, on est sur une notion d'engagement, c'est-à-dire qu'au-delà de valeurs sur lesquelles je peux me retrouver, effectivement, il s'agit de mettre en place, de s'engager, et puis de démontrer les actions qui ont pu être mises en place. Voilà. Donc, un label, c'est avant tout un cahier des charges, j'allais dire la finalité, l'obtention plus ou moins d'un niveau, c'est une cerise sur le gâteau. Au-delà de ça, c'est avant tout un outil, un dispositif concret qui permet à la collectivité d'appréhender un enjeu, quel qu'il soit, et une politique affichée. Merci. Alors, selon vous, en quoi c'est un outil qui peut permettre au territoire de progresser? Alors, oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la création d'un label, c'est qu'on fixe un certain nombre de cadres, un référentiel qui vous parlez de 8 thématiques
sur lesquels on peut travailler. Et puis ensuite, on va s'attacher à décrire très concrètement quels sont les leviers d'action potentiels sur l'ensemble de ces thématiques, et puis quels sont les éléments simplement de maîtrise, de preuve, d'action que vous avez pu mener. Et ça se fait par le partage, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'imposer des leviers d'action, puisque chaque collectivité peut avoir une réponse. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, par rapport à l'enjeu majeur, le détail d'actions très concrètes, et puis voilà des exemples de maîtrise et de mesure de ces actions dans le temps qui peut être mis en place. Pourquoi c'est un outil d'amélioration, très concrètement un label? C'est qu'on le voit bien, il s'agit de définir des plans d'action, de les mettre en œuvre, et puis ensuite de se faire évaluer régulièrement ou de s'auto-évaluer régulièrement selon ce dispositif pour constater qu'il y a toujours des zones de progrès et que ces zones de progrès, il s'agit de rééditer un autre plan d'action selon une durée définie. Voilà. Merci. Donc en fait, une capacité à s'adapter en permanence pour être plus pertinent sur le territoire, et puis certainement aussi une plus-value pour le territoire de s'engager autour de cette démarche. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'un label, même si généralement il doit perdurer en termes de communication, en termes de valeur portée, peut aussi évoluer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il va intégrer des nouveaux enjeux, des nouvelles innovations. Il va intégrer, pourquoi pas, aussi des aspects parfois un petit peu réglementaires. Et donc tout ça évolue. Et donc c'est un schéma relativement mouvant. Néanmoins, sa structure, sa finalité, ses modalités de déploiement restent assez identiques. Et donc c'est véritablement avant tout un outil, plus que l'obtention du label lui-même, qui évidemment permet ensuite de communiquer, de valoriser son territoire. Mais ça reste et ça doit être un outil cohérent, comme d'autres outils sont mis en place. Écoutez, merci beaucoup, c'est très clair. Restez avec nous, on va continuer cet échange avec Benjamin Leroux qui est avec nous pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Benjamin, tu as la parole. Il y a un soutien actif de la part de la CNAV, qui est un acteur majeur autour de toutes ces questions de prévention. Comment tu trouves que en fait, ce label permettra de faire avancer encore mieux les territoires sur cette question? D'abord, rappeler que la CNAV, comme le réseau, est particulièrement engagé sur des questions et sur le sujet du vieillissement actif. Ce sujet du vieillissement actif, c'est trois notions. C'est permettre aux personnes de réaliser leur potentiel de bien-être. Et là, on parle classiquement du potentiel de bien-être à la fois physique, mais à la fois mental. Permettre à ces personnes de s'impliquer dans la société, selon leurs souhaits, selon leurs capacités, et bien sûr, le cas échéant, de bénéficier ou d'une protection ou des soins adaptés. C'est une notion sur laquelle l'assurance retraite s'est engagée, mais c'est aussi une notion qui est fondatrice de la démarche Vis-à-vis des aînés. On la retrouve dans le guide dès 2007, il me semble. Donc les liens se font relativement de manière intuitive et directe. Une démarche vis-à-vis des aînés consolidée, comme on vient de le voir avec la PAP, c'est une démarche qui se développe et qui infuse sur les territoires d'un point de vue qualitatif, bien sûr, avec les notions de référentiel, les notions de formateur, d'accompagnateur, de certificateur, la dimension presque amélioration continue. Elle est donc plus outillée, plus lisible, plus valorisée, et in fine, c'est aussi un développement quantitatif parce que la démarche devient plus attractive et plus lisible en termes de politique publique. Oui, tout à fait, je te remercie. Et alors, tu disais qu'il y avait quelque chose de naturel à travailler ensemble, et c'est vrai que eh bien, la CNAV a travaillé depuis un certain nombre d'années aussi à des outils ou à des dispositifs. Je pense à l'Observatoire des fragilités, qui est vraiment quelque chose d'intéressant pour en fait mieux appréhender de façon qualitative et quantitative sur les territoires eh bien, quels sont les différents types de populations âgées. Et puis aussi le dispositif Éclat dont on reparlera cet après-midi. Oui. Une fois qu'on s'est dit qu'il y avait une cohérence d'ensemble ou une cohérence de vision, de vue,
d'ambition. Après, les outils rejoignent assez naturellement le spectre d'intervention de l'assurance retraite. Effectivement, l'Observatoire des fragilités, qui permet là, de manière très technique et très fin, d'outiller les territoires dans la connaissance de leur population. On est sur une capacité à l'échelle de l'EPCI de cibler le nombre de personnes exonérées de CSG, de plus de 55 ans se déclarant vivre seules, etc., etc. Donc c'est un outil assez puissant et assez robuste. On est sur des sujets d'habitat que tu disais centraux tout à l'heure, et l'assurance retraite intervient à la fois sur de l'habitat individuel et sur de l'habitat collectif. Le sujet de la participation sociale aussi, qui est fondamental. Et là, c'est un sujet transversal des actions collectives de prévention que l'assurance retraite concourt à déployer sur les territoires. Et puis la démarche éclat, peut-être un peu plus jeune. Et là, si on se place d'un point de vue plus global, et on pourrait dire sur la dimension cadre de vie, éclat, c'est l'ambition de construire avec les collectivités territoriales volontaires un contrat de territoire et de venir soutenir de manière très concrète, c'est-à-dire par le biais de financement, des priorités qui auront été définies par les acteurs du territoire eux-mêmes, et y compris sa population retraitée, donc soutenir la mise en œuvre d'actions qui auront été jugées prioritaires après une démarche de diagnostic, où là, pour reboucler avec l'Observatoire des fragilités, les bases de données peuvent être mobilisées en complément ou à côté de la participation des retraités. Donc, oui, effectivement, cohérence de vue, et donc cohérence ou en tout cas d'appui que la CNAF peut apporter sur les territoires. Merci Benjamin, et ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, rendez-vous cet après-midi, puisqu'il y aura une présentation beaucoup plus approfondie sur la dynamique Villamy des aînés, et puis je dirais une sorte de première comparaison, puisque vous nous avez confié dans le cadre de l'élaboration du label une réflexion pour regarder les items qui se croisaient ou qui se complétaient entre la dynamique et le label Villamy des aînés et puis le dispositif éclat, pour que les territoires puissent avoir l'opportunité en fait de se saisir de tout ce qui existait localement ou nationalement et de profiter des opportunités qui leur étaient offertes. Reste avec nous Benjamin, on va continuer avec Loïc Roland, qui est directeur de projet Grand Âge et Autonomie à la Caisse des dépôts et consignations, qui est un partenaire qui vient de rejoindre le réseau à travers une convention sur 3 ans. Et on les remercie vraiment sincèrement d'être avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de projet Grand Âge et Autonomie à la Caisse des dépôts et consignations. Vous travaillez depuis de longues années autour de ces questions du vieillissement, et je dirais la CDC est un acteur de référence pour le soutien des territoires. Donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous considérez que le label Villamy des aînés va constituer un levier supplémentaire pour le déploiement des politiques publiques locales en prenant mieux en compte le vieillissement de la population et ce défi démographique du XXIe siècle? Vaste sujet. Bonjour à toutes et à tous déjà, puis merci pour votre invitation à cette table ronde. Alors écoutez, peut-être pour répondre à votre question, peut-être déjà dire que vous avez raison, en effet, la Caisse des dépôts, forte de son expérience de plus de 200 ans, est un acteur de référence historique dans l'accompagnement donc des politiques publiques à destination des territoires. Notamment que ces politiques publiques soient d'État ou des collectivités locales. Une chose peut-être importante en préalable donc à retenir, c'est que la Caisse des dépôts en fait n'agit jamais seule. Elle intervient toujours de façon partenariale avec les collectivités, avec les pouvoirs publics, donc je l'ai dit puisque on les accompagne, mais aussi très souvent avec des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et ça, elle joue un peu ce rôle
d'ensemblier, ce rôle de tiers de confiance, et avec de nombreux partenaires. Hein, et c'est pour ça qu'en fait, on est ensemble sur ce label Ville Amie des Aînés, mais aussi on a des partenariats avec la SNSA, avec la CNAV, avec les CARSAT, les collectivités, grâce en fait à un maillage territorial qui est assez dense, qui est important, qui est dynamique au travers de nos directions régionales. Et donc c'est assez naturel qu'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour ce sujet. Alors pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que le label vu par la Caisse des dépôts va constituer en fait au moins 4 leviers essentiels, 4 raisons essentielles. Tout d'abord, ce label va rendre visibles les territoires précurseurs qui se sont déjà lancés dans cette dynamique. En effet, il y a eu de nombreuses expériences qui ont pu montrer l'exemple. Je crois avoir bien en tête que votre réseau compte en France 150 territoires adhérents. Ça représente 14 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 20% de la population française. Donc moi, je considère qu'effectivement, ça n'est pas rien, ça compte. Et puis, ce label va s'intéresser en premier chef aux territoires qui sont déjà membres. C'est-à-dire qu'il va avoir une action d'amplification, de dynamisation du dispositif, et surtout, il va donner envie de s'inscrire dans la durée. Parce que ce qui est important pour la Caisse des dépôts, et je l'ai dit tout à l'heure, elle a 200 ans, donc elle s'inscrit dans la durée, et on peut avoir souvent en tête qu'il y a parfois des temps qui sont un peu trop longs, et notamment ces sujets du vieillissement qui s'inscrivent dans la durée. Au niveau national, on a bien vu, il y a eu la canicule de 2003, et là on a commencé à s'intéresser vraiment à ces sujets. Ensuite, on a eu la loi ASV, l'adaptation de la société au vieillissement en 2015. Et puis là, on attend la loi grand âge et autonomie pour 2021. Mais au niveau local, on s'aperçoit aussi que les projets aujourd'hui sont complexes à monter. Ils vont encore se complexifier avec la multitude des acteurs, avec la multitude des besoins, et puis des demandes. Des demandes qui sont de plus en plus exigeantes. Donc ça, c'était la première raison de notre intervention, c'est cette visibilité sur les territoires. Deuxième raison, par rapport à cet enjeu du label, c'est que cet label va être vraiment un outil pour et avec les territoires, parce qu'il va leur donner de la méthode. Nous, on s'aperçoit dans les travaux que l'on fait avec les collectivités locales, c'est que elles ont besoin de méthode. Et donc, il faut vraiment les aider à coordonner en fait toutes les parties prenantes pour bien faire le lien par rapport au sujet qui nous préoccupe, entre le parcours de la personne âgée entre le domicile et donc le développement d'un certain nombre de services qui vont permettre d'y vivre le plus longtemps possible, et la fin de vie en établissement qui se doit être aussi la plus apaisée possible. Troisièmement, par rapport à ce label, il va également rendre visible la stratégie des territoires qui se lancent dans ce dispositif. Grâce à tous les travaux que vous avez déjà menés, ça c'est sûr, il y a eu à peu près de mémoire plus de 400 expériences qui ont été réalisées, mais ils vont aussi, ces travaux, permettre de disposer de diagnostics solides pour mieux conseiller et agir sur les territoires. Et enfin, je dirais que ce label, c'est justement un label. Ce n'est pas une certification. Ce qui veut dire qu'il y a la place à de la personnalisation d'une démarche en partant des spécificités du terrain, des territoires. C'est déjà ce qui a été d'ailleurs été fait. Et puis, cette agilité en permanente, cette amélioration continue, est extrêmement structurante vu de la Caisse des dépôts, parce que un territoire ne ressemble pas à un autre territoire, et une difficulté vécue à un moment ne ressemble pas à une autre difficulté vécue à un autre moment. Voilà ce qui nous intéresse dans ce label.
Écoutez, merci, c'est très clair et merci de votre soutien aussi pour créer cette dynamique. Je m'interrogeais sur de quelle manière la Banque des Territoires, je dirais, serait un appui pour le déploiement de cette politique locale. Comment on pouvait continuer de travailler ensemble pour que, je dirais, on aille au plus loin vers les territoires que vous connaissez très très bien. Alors écoutez, cette intervention sur les territoires, comme je le disais, c'est vraiment dans l'ADN de la Caisse des dépôts. Lorsque la Banque des Territoires a été créée en 2018, le directeur général a demandé expressément d'intervenir pour lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales. Et ça, il a fait à un moment où il sentait que des choses se passaient, et d'ailleurs, la suite du temps et la suite de l'histoire lui a donné raison, puisque c'est arrivé un petit peu avant les crises nationales que nous avons connues à l'époque, celle des Gilets jaunes et puis notamment celle des EHPAD avec les grèves dans les établissements. Alors pour résoudre les fractures territoriales, bien sûr, il faut, le b.a.-ba, c'est il faut les connaître, ces fractures. Il faut qu'on arrive à les identifier. Et justement, ce label doit nous y aider. Comme je le disais, nous n'arriverons à y répondre que collectivement. La Banque des Territoires, elle intervient, je l'ai dit aussi, de façon partenariale. Et elle n'intervient jamais de façon majoritaire dans la gouvernance des projets. Ce qui veut dire qu'en fait, elle fait en sorte sur ces projets, les bases soient solides, mais tout en laissant la main aux acteurs des territoires qui connaissent parfaitement les besoins au plus près des usagers. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous, de façon à ce que les territoires s'approprient les sujets qu'elles découvrent ou les sujets qu'elles prennent en main. Alors, pour ce faire, tant sur les sujets santé, vieillissement qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui ou sur bien d'autres, eh bien, la Banque des Territoires s'appuie sur toute une chaîne de valeur d'accompagnement de ces territoires, donc à 3 niveaux. Tout d'abord, par l'apport d'ingénierie, pour aider ces territoires à poser leurs réflexions, à poser un diagnostic et à définir une stratégie locale. Je le disais tout à l'heure, voilà, des territoires se suivent mais ne se ressemblent pas. Ensuite, elle intervient par des prêts long terme, voire de très long terme, jusqu'à 80 ans, qui sont bonifiés grâce à la ressource du livret A, auquel chacun contribue. Donc c'est bien qu'il y ait un retour de tout cet argent sur le territoire, et puis elle peut aussi mobiliser des fonds européens. Et enfin, elle intervient par des apports en fonds propres pour participer à des tours de table de structures qui vont porter les projets. Et pour cette raison, elle va injecter 26 milliards d'euros de fonds propres dans le plan de relance national qui est en cours suite à la crise du Covid-19, et notamment sur l'axe cohésion sociale. Alors, elle a aussi d'autres actions. Tout à l'heure, vous parliez de formation, et c'est vrai que la Caisse des dépôts gère la plateforme Mon Compte Formation pour permettre l'accessibilité au plus grand nombre à des formations, et notamment aux formations qu'il faut valoriser sur le grand âge et qui en ont bien besoin d'ailleurs. Alors, par exemple, écoutez, c'est très très clair. Merci beaucoup, c'est très très clair. On voit bien, je dirais, le côté naturel en fait de l'implication qu'on peut avoir les uns avec les autres, parce que la démarche Ville Amie des aînés est dès le démarrage une volonté de faire travailler les acteurs ensemble, et l'élaboration du label au niveau national avec tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui le démontre, mais c'est aussi une opportunité pour les collectivités, quelle que soit leur taille, de redécouvrir en fait le potentiel des territoires et de pouvoir s'appuyer sur la Banque des Territoires, comme vous l'avez indiqué, pour dans les plans d'action, dans la volonté de mettre en œuvre tel ou tel projet, de trouver des soutiens financiers, organisationnels, et la méthodologie qu'on met en place ensemble devrait permettre d'aboutir à ça.
Vraiment, merci pour Justement. votre implication. Je rappelle aussi que grâce à votre soutien, on va pouvoir diffuser les outils de la démarche Ville Amie des Aînés, mettre en place des cofinancements pour des formations en interne sur les territoires qui vont permettre d'être plus pertinents dans l'élaboration des projets de chacune des collectivités qui vont s'engager sur le label. Merci beaucoup, Alors Monsieur peut-être Roland. préciser quelque chose. Est-ce que je peux préciser quelque chose Mais bien justement sûr, à ce allez-y. titre parce que effectivement, il y a aussi, et quand vous citiez effectivement des collectivités de taille différente, et en effet, nous on pilote les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, donc pour des villes, des territoires qui ont soit moins de 20 000 habitants ou plus de 20 000 habitants, et justement, on œuvre beaucoup pour faire en sorte que ces bases solides soient installées pour développer du commerce de proximité, pour développer des loisirs, des parcours de soins, de l'habitat inclusif. Parce que, en fait, il serait vraiment illusoire de vouloir garder une population sur ce territoire si on ne posait pas ces bases solides. Il est clair que quand on a une population qui, en 2060, sera composée à un tiers de plus de 60 ans, si on n'a pas mis en place des commerces sur ces territoires, eh bien, ça va poser quelques problèmes pour pouvoir ancrer ces personnes âgées sur les territoires. Et donc, c'est ce que l'on fait dès maintenant et ce qu'on œuvre. Tout à fait. Des commerces et des commerces adaptés à l'avancée en âge et j'espère que sur ces dispositifs, on aura l'occasion de continuer de réfléchir ensemble pour que cette pensée d'un territoire bienveillant soit adaptée à chacune des tailles des dispositifs et des communes pour qu'on ne rate pas la diversité des habitants âgés. Merci vraiment de votre implication avec nous. Et on va continuer ce tour de table avec Stéphane Corbin, qui est directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Stéphane, on se connaît bien maintenant. Vraiment, merci déjà de t'être rendu disponible dans cette journée, je sais, lourde et compliquée, puisque je sais qu'il y a un conseil de la CNSA aujourd'hui. Dans un autre temps, en 2019, tu as été co-rapporteur du groupe de travail pour le rapport Libault. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on s'est rencontrés et on a vu que dans les idées forces qui ressortaient de ce rapport qui sert un petit peu maintenant de socle à la réflexion, eh bien déjà la proposition de créer un label Ville Amie des Aînés était abordée. Est-ce que c'est possible de redire les raisons pour lesquelles la CNSA s'était impliquée et portait cette idée de label Ville Amie des Aînés et au-delà de ça a fait le choix de s'impliquer avec le réseau pour permettre son émergence? Oui, tout d'abord, merci de votre invitation à cette table ronde très utile et qui montre déjà la coopération entre les acteurs et la CNSA se situe bien dans ce schéma de coopération et j'y reviendrai pour montrer en quoi elle est importante. Tu as fait référence au fait que j'étais co-rapporteur de l'atelier prévention de la mission conduite par Dominique Libault. Et pour nous, et c'est là que ça rejoint la démarche à la fois du réseau et de la labellisation, on en a tiré quelques enseignements. Premier enseignement, et pour la CNSA, c'était évidemment, et notamment dans la perspective de la création de la 5e branche, l'a dit, le conseil de la CNSA se réunit aujourd'hui et va adopter son premier budget lié à cette 5e branche. C'est de dire que la politique de l'âge liée à la transformation de notre société du fait de sa transition démographique, eh bien, doit forcément beaucoup plus articuler ce que savait faire initialement la CNSA, c'est-à-dire l'accompagnement de la perte d'autonomie avec une politique de prévention. Et cette politique de prévention, on ne doit pas la concevoir de manière ni technocratique ni isolée. La prévention, et si on veut être peut-être un peu plus efficace en matière de prévention, que ce soit vraiment quelque chose d'ancré dans les politiques publiques, elle doit se faire de manière beaucoup plus partagée. C'est pour ça que l'idée même de création d'un réseau des villes me paraît une idée particulièrement
intéressante, puisque si on veut impliquer l'ensemble des territoires aux politiques de prévention, eh bien, ça doit impliquer l'ensemble des acteurs des territoires et notamment les collectivités locales. La CNSA, traditionnellement, a plutôt eu des relations, et j'y reviendrai dans le cadre des conférences de financeurs, avec les départements. Et c'est vrai que l'échelon communal, intercommunal, l'ensemble des acteurs qui agissent à ce niveau-là, que ce soit, on l'a dit, les caisses de retraite ou que ce soit la banque des territoires, eh bien, doit être beaucoup plus maillé. Et puis, ce qui nous a beaucoup séduit dans cette idée de label, et c'est pour ça que nous y avons tout de suite vu un intérêt et une adhésion assez importante, c'est tout simplement une démarche qui vise à concilier ce qui pour la CNSA est quelque chose d'un peu compliqué, c'est de dire comment on arrive à faire une politique de l'autonomie qui soit dans cette tradition française de l'égalité pour tous et dans cette tradition aussi d'ailleurs de la protection sociale, de l'universalité, avec une politique qui doit forcément être inscrite sur les territoires et qui doit fortement être ancrée dans la singularité des territoires. Et il nous semble que la démarche de label, c'est une démarche qui permet quelque chose d'homogène dans son intention, dans ses attendus, dans son cahier des charges, mais qui prend en compte le fait que chaque territoire est un territoire singulier. Et ça, c'est vraiment, il nous semble, en tous les cas, que c'est un gage de réussite de la démarche. Et puis enfin, l'autre aspect qui nous a particulièrement intéressés, c'est qu'elle s'inscrit dans des démarches participatives. C'est vrai que on a parfois eu tendance dans les politiques sociales, notamment lorsqu'il s'agissait de publics dits fragiles ou fragilisés du fait de la perte partielle ou totale de leur autonomie, eh bien, de faire à la place. Et le fait là que dans la démarche soit très fortement ancrée l'idée de la participation des habitants à la démarche nous paraît là aussi être une condition très très forte de réussite. Elle est une condition de réussite parce que nous ne ferons pas, nous semble-t-il, une politique adaptée aux aînés d'aujourd'hui et surtout ceux de demain sans tenir compte des aspirations de cette population, de tenir compte de la manière dont ils perçoivent, eux, la ville comme plus ou moins adaptée à cette évolution, en quelque sorte, de la société. J'ai souvent l'habitude de dire que nous avons construit nos villes, nos services, voire nos services publics, en tenant compte plutôt d'une population adulte, soi-disant bien portante, pleinement dans la vie active. Eh bien, la vie active de demain, ça serait une vie beaucoup plus plurielle, et les villes de demain doivent être des villes beaucoup plus adaptées. Ce n'est pas seulement dans les aménagements urbains que j'évoque ça, mais aussi dans les services, dans l'habitat, et puis ce que fait beaucoup la CNSA, puisque vous le savez, nous animons le réseau des conférences des financeurs, et bien aussi dans toutes les services et les actions collectives ou individuelles à destination des personnes. Voilà un peu dans quel état d'esprit on s'est évidemment situé. Pour nous, soutenir la démarche de label, c'est deux choses. C'est d'abord soutenir la démarche du réseau Villamy des aînés, puisqu'il nous semble que cette démarche-là mérite d'être soutenue. Et puis, c'est sûrement concevoir la prévention comme une politique beaucoup plus globale et qui nécessite qu'elle puisse fédérer l'ensemble des actions et l'ensemble des acteurs. Et pour cela, pour que ce ne soit pas non plus un peu fourre-tout, parce qu'on a parfois quelques interrogations sur la manière dont sont conduites et maillées les actions en matière de prévention, eh bien c'est vrai qu'avoir une démarche beaucoup plus modélisée dans le cadre d'un label nous paraît tout à fait intéressant.
Merci Stéphane. Alors c'est vrai que ce que tu dis est un grand écart et c'est un défi qu'on va relever ensemble, hein. C'est ce côté homogène dans la diversité pour respecter la différence des territoires et puis en même temps, je dirais, une feuille de route qui soit commune et qui permette de rendre compréhensible ce qui se passe. Comment on pourrait imaginer que le travail qui est fait entre la CNSA et les conférences des financeurs puisse, je dirais, être un écho et puisse soutenir ces dynamiques locales? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisageable pour que là aussi, un peu comme on le disait avec la Caisse des dépôts sur d'autres dispositifs, eh bien, il y ait une forme de cohérence entre tout ce qui est lancé par les partenaires qui sont réunis aujourd'hui? Oui, tout d'abord, évidemment, nous participerons avec beaucoup d'intérêt et d'envie à la réflexion autour des critères de ce label. Tu l'as dit à l'instant, il y a un enjeu aussi important, c'est que ça puisse bien s'articuler avec l'ensemble des politiques publiques conduites par les acteurs qui viennent soutenir ce label. Il ne faut pas que ce soit quelque chose en plus ou quelque chose d'à côté, mais quelque chose d'intégré. Ça a aussi été dit par les interlocuteurs présents à cette table ronde, c'est la nécessité aussi de renforcer l'approche territoriale par une analyse partagée des territoires. De ce point de vue-là, les conférences de financeurs participent aussi à cette fonction d'analyse du territoire, d'analyse partagée. Et il nous semble que le label doit vraiment s'appuyer, et la labellisation des territoires doit s'appuyer sur cette idée de diagnostic partagé et qu'on puisse finalement se mettre d'accord sur les conditions favorables sur chaque territoire, qui sont évidemment très différents, du bien vieillir ou ce que l'on appelle aussi du vieillissement actif des acteurs du territoire. Ça nous paraît un premier enjeu important. Le second enjeu, c'est celui effectivement du passage un peu que le label doit favoriser le passage à l'action et donc de faire en sorte qu'il y ait une forte résonance entre les territoires labellisés et l'articulation avec les politiques que la CNSA conduit ou promeut au titre des conférences de financeurs. J'en énumérerai quelques-unes. Il nous semble que la question de l'information et de la communication territoriale est encore quelque chose qui mérite d'être amélioré. La CNSA a conduit depuis la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement une action nationale à travers un portail avec vraiment autour des personnes âgées, avec des efforts de communication, notamment grand média. On vient de finir une campagne sur France Télévisions et à la radio. Et d'ailleurs, les retours que nous avons montrent que les personnes elles-mêmes attendent encore une information peut-être plus structurée, plus importante. Le deuxième élément, je l'ai évoqué, et c'est autour de l'habitat et le développement des projets d'habitat inclusif qui nous semble être un élément aussi très, très important à développer. C'est comment nous faisons ensemble, et quand je dis ensemble, c'est l'ensemble des acteurs pour construire des formes d'habitat qui correspondent bien à la fois au vieillissement de la population, c'est-à-dire un besoin de sécurité et d'accompagnement, un besoin aussi de renforcer le vivre ensemble, là où la question de l'isolement des personnes âgées dans les villes, mais aussi dans les villages est évidemment quelque chose d'important. Et puis, enfin, c'est comment nous arrivons à ce que les actions conduites par les conférences de financeurs puissent être mieux promues, notamment en termes de services ou d'organisation des soins primaires doivent être mieux soutenus par ces territoires-là. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est évidemment qu'on puisse partager les orientations conduites par les différents acteurs. Et pour ce qui est de la CNSA, c'est la prévention. Et puis, la prévention dans le cadre des conférences de financeurs.
et comment on arrive à mieux passer à l'action, à mieux les promouvoir grâce à la labellisation de ces territoires qui s'engagent en quelque sorte à un développement durable en direction des personnes les plus âgées de leur territoire. Merci Stéphane, on voit bien là, je dirais, la cohérence qu'il y a entre les différents acteurs. Alors c'est vrai que si notre programme s'appelle Ville Amie des Aînés, en fait c'est plutôt Territoire Amie des Aînés. Et on a déjà plusieurs départements qui ont rejoint le réseau. Je pense à l'Ille-et-Vilaine, au nord, aux Yvelines. Et donc je pense que le travail qu'on fait ensemble va permettre certainement d'aller plus loin et de redonner aux collectivités, je dirais, cette cohérence qui est souhaitée par beaucoup d'entre nous, mais je dirais qu'il va prendre corps à travers une dynamique commune qui va faire qu'on va avoir envie, je dirais, d'agir parce qu'on aura travaillé des outils qui seront peut-être simplifiés et moins parcours du combattant en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Vraiment, merci sincèrement de l'engagement de la CNSA autour de l'élaboration du label et de façon plus générale envers le réseau. Ça a été un long travail ensemble et voilà, je tenais à le refaire savoir très officiellement parce que je sais que ton implication a été grande. Merci à toi Stéphane. On va continuer avec Catherine Morin, adjointe du sous-directeur de l'autonomie des personnes âgées et personnes handicapées à la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. C'est derrière la DGCS l'implication du ministère de la Santé et des Solidarités. Et évidemment, ce travail rentre dans une réflexion plus large de politique publique, de loi grand âge. Madame Morin, on a eu le plaisir de voir que dans les 6 axes majeurs de la stratégie nationale Vieillir en bonne santé, qui avait été initiée en tout début d'année 2020, eh bien, l'un des points était de redire que le label s'inscrivait dans les orientations nationales. Ça veut dire que ça faisait écho à quelque chose sur ce dispositif qui établissait, je dirais, un socle de référence. Est-ce que vous pouvez nous dire plus facilement, plus largement, pourquoi ce sujet avait été repris et comment vous trouviez l'implication entre la politique du ministère et de la DGCS et puis la dynamique Ville Amie des Aînés? Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour votre invitation à ce colloque. Je suis très heureuse de représenter la Direction Générale de la Cohésion Sociale parmi vous. Comme vous le savez, le ministère des Solidarités et de la Santé soutient le réseau francophone depuis déjà plusieurs années. Et pour nous, c'est vraiment une démarche très très importante qui s'inscrit dans la prévention de la perte d'autonomie. Et comme vous l'avez souligné, la mise en place du label Ville Amie des Aînés, a été inscrite dans la stratégie globale de la prévention de la perte d'autonomie qui s'intitule Vieillir en bonne santé 2020-2022, qui a été annoncée par la ministre le 16 janvier dernier. Donc, quel est l'objectif d'ici 2022 d'atteindre une centaine de villes ou de territoires labellisés. Alors pourquoi c'est un enjeu très très important dans le cadre des orientations nationales? Au moins pour 3 raisons. Comme on l'évoquait, cette démarche de labellisation et de prévention s'inscrit pleinement dans l'objectif de maintien de l'autonomie des personnes qui avancent en âge. Et à la fois, dans une double dimension de prise en charge, de prise en compte de la dimension sociale et de la dimension architecturale, de l'espace de vie des personnes, mais également parce que c'est une démarche qui permet à la personne d'être complètement actrice de son territoire, notamment à travers la dimension de participation citoyenne qui est pleinement inscrite dans l'élaboration du programme. Et puis, un troisième élément qui nous semble essentiel, c'est la visibilité de la personne âgée, la place de la personne âgée dans son territoire, dans la société en réalité.
Donc le rôle et la place du réseau francophone, évidemment, dans cette démarche de mise en place du label est fondamentale. C'est pourquoi le partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé est déjà ancien, et que nous avons à cœur de poursuivre ce soutien et ce partenariat. Qui au-delà de la prévention, répond évidemment à l'enjeu des années à venir, l'enjeu démographique, puisque, comme vous le savez, on sait que d'ici 2030, les personnes de plus de 65 ans seront finalement plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans dans notre pays. Cette démarche répond complètement au souhait de la plupart des personnes de pouvoir vieillir chez soi, vieillir chez elles, pouvoir rester dans son domicile, vivre dans un chez soi, intégré dans un quartier, dans un territoire. Ce que je tenais à souligner également, c'est dans cette dimension et dans ces priorités, c'est la place de la lutte contre l'isolement social, qui évidemment, on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, est devenu un enjeu essentiel, mais qui est pour nous une priorité majeure aujourd'hui et pour les années à venir, auxquelles il nous semble que cette démarche de label peut concourir. Madame Morin, la DGCS, on l'a vu, s'implique depuis plusieurs années avec le ministère autour de la dimension Ville Amie des aînés, et on voit bien que ce rapport en fait à la transversalité des politiques publiques permet de progresser. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi pour vous c'est fondamental de soutenir ce type de projet ? Oui, tout à fait. Je vous remercie vraiment de cette question, parce qu'effectivement, c'est une question absolument fondamentale, puisque évidemment, l'approche du vieillissement est nécessairement plurielle. Elle touche aux questions d'habitat, d'aménagement urbain, mais aussi aux services qui s'adressent au public, au transport, aux mobilités, et à tout ce qui fait finalement le lien social et la participation citoyenne de la personne. Donc, nécessairement, tout ceci implique une transversalité et une coopération entre les décideurs publics et les acteurs sur chaque territoire. Stéphane Corbin a évoqué l'importance des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, donc à l'échelle de chaque département, qui jouent un rôle très important et qui ont été créés, comme vous le savez, par la loi d'adaptation au vieillissement. C'est pour nous un lieu tout à fait intéressant de construction de cette coopération entre les acteurs et les financeurs, donc les décideurs finalement de ces différentes politiques publiques, et à l'échelon d'un département, comme je l'évoquais. À l'échelle du territoire, de la commune ou de l'intercommunalité, j'aimerais souligner l'intérêt d'une proposition qui avait été faite dans le cadre des travaux qui ont été coordonnés par Jérôme Gage sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées, et qui consiste en la création de cellules de coopération territoriale, donc à l'échelle des intercommunalités. Et il nous semble que c'est un des instruments possibles pour développer ces lieux, encore une fois, de construction et de transversalité des politiques publiques. Je me permets d'orienter les participants vers un guide qui avait été édité à l'occasion de ce travail sur la lutte contre l'isolement, qui permet d'aider à la mise en place de ces cellules territoriales.
Voilà, donc vraiment, c'est un point vraiment essentiel et bien entendu, la Direction générale de la cohésion sociale sera très très vigilante à soutenir cette démarche de transversalité des politiques publiques à travers toute notre implication interministérielle pour mener à bien cette démarche. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup, hein, je le redis, effectivement, il y a des villages, il y a des villes, il y a des communautés de communes, des métropoles, des départements, et à travers vos propos, l'État qui s'engage pour que, quelle que soit l'échelle, eh bien, tout le monde ait envie de faire des lieux de vie où il fait bon à vieillir. Merci à vous. Cette question de vieillir chez soi, quel que soit le chez soi, hein, ça recoupe aussi les réflexions qu'avait Stéphane Corbin tout à l'heure autour des enjeux de l'habitat. On l'a annoncé dans la table ronde précédente sur la remise des labels, pas des labels, pardon, des trophées Ville Amie des aînés, que l'année 2021 serait autour de cette question de l'habitat et du parcours résidentiel réussi, dans la diversité de ce que les uns ou les autres peuvent être quand ils vieillissent. Et on voit bien là que cette envie de vivre, de s'imaginer demain, hein, trop souvent on oublie que ce temps à la retraite dure 20, 25, 30 ans, voire plus, et que donc il y a quelque chose à inventer, pour que l'isolement social dont vous faisiez référence ne devienne pas un fléau du XXIe siècle, mais plutôt, grâce à une dynamique Ville Amie des aînés, permette en fait de réussir sa retraite, quelle que soit la phase de la retraite. Donc ce que je propose maintenant, en tout cas vraiment merci sincèrement à tous les intervenants pour ces éclairages. Je crois que ça démontre, si c'était nécessaire, eh bien que nous œuvrons ensemble dans un état d'esprit commun. Je vais peut-être demander à Angélique Giacomini de me donner quelques enseignements de cette tour de table que nous venons de faire. Je trouvais effectivement que c'était vraiment un chouette temps à la fois de voir qu'on est tous ensemble autour de la table dans cette volonté d'être aux côtés des territoires pour permettre aux habitants âgés de mieux vivre effectivement dans leur territoire de vie. Alors on parle de communes, mais aussi de quartiers, et puis quelquefois de communautés de communes ou de territoires plus larges. Mais ce qui était intéressant particulièrement, je crois, c'est qu'on a tous cette même vision d'un moment assez inédit de notre histoire de l'humanité. On dit souvent que la transition démographique est l'une des transitions majeures du XXIe siècle aux côtés de la transition numérique et de la transition écologique. Je trouve qu'on l'a bien retrouvé ici, puisqu'on remarque cette volonté tous ensemble de passer d'une vision exclusivement médico-sociale de l'avancée en âge, qui s'appuierait uniquement sur la nécessité d'aller vers de la compensation, pour transformer les choses et aller vers une politique de l'âge plus transversale, plus large, qui retarde finalement d'ailleurs le besoin de compensation et qui permet aux aînés de continuer à bénéficier finalement des services publics et de ce qu'offre le territoire au même titre que l'ensemble des générations. Donc on est vraiment à une période majeure de notre histoire, et je trouve que collectivement c'est aussi se redonner envie à nous tous qui travaillons autour de ces questions liées à l'avancée en âge, se donner envie d'inventer des nouvelles choses et d'aller vers une amélioration des territoires dans une vision positive. Donc c'était vraiment un bon moment, je trouve. Et puis se redire aussi que finalement, ce label, il va venir donner les moyens. Alors donner les moyens à la fois de clarifier les critères de mise en œuvre de cette démarche Ville Amie des aînés. Hein, on ne change pas les règles du jeu, je l'ai dit tout à l'heure. Les principaux leviers qui ont d'ailleurs été initiés par l'OMS, puis qui ont été approfondis par le réseau, seront toujours là. On va juste approfondir et clarifier les choses. Et puis se donner les moyens d'évaluer. Et ça, on l'attendait depuis plusieurs années, nous au niveau du réseau francophone, de pouvoir vous aider dans les territoires à évaluer ce que vous faites, à la fois pour confirmer votre engagement,
parce que si on se dit qu'à un moment on va évaluer ce qu'on fait, on ne travaille pas de la même façon dans le territoire. Ça vient aussi garantir la qualité de ce qu'on met en œuvre localement. Et puis, c'est aussi soutenir la pérennité de la dynamique, parce qu'on sait que c'est une démarche de long terme, on l'a dit plusieurs fois, et que les moments de creux peuvent exister, et que l'existence de ce label, en tout cas la façon dont on le pense, doit pouvoir permettre en fait, d'avoir un objectif concret, tangible, qui nous donne envie de continuer à avancer et à mobiliser autour d'un enjeu et d'une préoccupation commune. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et puis, on va continuer à avancer tous ensemble à travers des mises à jour de ce label en fonction de la façon dont on va vivre les choses ensemble, dont on va les tester ensemble, dont on va les éprouver, mais aussi des mises à jour parce que, on l'a toujours dit aussi, les retraités changent. Chaque nouvelle génération qui arrive à la retraite a des envies et des besoins qui peuvent être différents des générations précédentes. Donc, se réinterroger ensemble sur ces critères-là, pouvoir les améliorer et voilà, et soutenir vraiment une vision de long terme collectivement. Je redis les missions principales du réseau parce que ça me semble important aussi de les remettre au cœur de ces réflexions-là. Accompagner et former. Vous avez des interlocuteurs dédiés au réseau pour accompagner les territoires, les remobiliser. Et c'est important aussi de redire que les certificateurs ne seront pas des membres du réseau francophone et qu'on reste des accompagnateurs neutres qui avons envie aussi d'être une oreille de confiance pour les territoires et d'être un soutien. Donc c'est cette partie d'accompagnement, de formation, où on vous propose des ressources et des temps autour de cette méthodologie qui, comme Stéphane Corbin le soulignait, est très importante pour avancer localement. Ce rôle aussi de valoriser ce qui se fait dans les territoires, on le voit avec le concours Ville-Amie des aînés, mais partons des bonnes pratiques, partons de ce qui existe. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est une démarche de long terme et qui demande de l'énergie et de l'envie. Regardons déjà ce qui existe dans nos territoires, ce qui se fait de chouette, la façon dont les acteurs locaux sont déjà impliqués. Et partons de ça pour se dire que c'est possible et pour se donner envie d'aller encore plus loin. Et puis ce rôle de mise en réseau et de mise en relation à la fois des territoires entre eux, mais aussi avec d'autres acteurs locaux, nationaux, qui sont nécessaires pour avancer tous ensemble, puisqu'on voit bien dans ce qu'on vient d'entendre là au cours de cette table ronde que l'aspect partenarial et transversal est l'un des maîtres mots. Pour continuer à avancer et que quelquefois ce sont d'ailleurs pas toujours les interlocuteurs les plus évidents qui ont un rôle et une place à jouer sur les questions d'adaptation de la société au vieillissement. Je vais conclure avec ça, mais la démarche de long terme et le fait de prendre des réflexes et des habitudes dans le territoire, grâce à l'engagement dans une méthodologie comme Ville-Amie des aînés, elle permet aussi de réagir à l'urgence. Et nous, on l'a vu dans les groupes de travail qu'on a fait avec nos adhérents sur cette période épidémique. Mais pendant le confinement, on a vu que finalement, tous les réflexes qui avaient été pris par les Ville-Amie des aînés servaient en cette période d'urgence, servaient les habitants, et qu'il y avait une façon de travailler qui pouvait être différente en travaillant avec des acteurs qui ne sont pas toujours les plus évidents, avec les bibliothécaires, les commerces, qui venaient aussi faire du lien social avec les aînés, aussi réfléchir avec eux, sans les stigmatiser ou étiqueter avec ce côté médico-social qui dirait parce que vous êtes vieux, on va venir faire attention à vous parce que vous êtes fragile, mais plutôt parce qu'on a l'habitude de vivre ensemble, on prend des nouvelles et on s'intéresse à comment vous allez. Donc, on voit qu'on décale un petit peu les choses sur certains modes de travail qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, qui sont importants, qui doivent continuer à exister, mais qui peuvent aussi trouver d'autres façons de se manifester dans les politiques publiques. Merci Angélique. On voit que nous sommes vraiment sur une dimension en fait d'autonomie, de préserver l'autonomie et des habitants et des territoires. On est loin de cette vision négative de l'avancée en âge où on se dirait c'est pas bien de vieillir. Et donc vivement 2060 et mes 97 ans parce que nous aurons fait des territoires où on sera heureux d'y être et on trouvera toute sa place et envie de vivre avec les autres. À très vite pour les ateliers.